Tout d'abord, des nouvelles de nos triathlètes. Commençons par ceux du Pôle Espoir, dirigés par Sébastien Poulet et Nicolas Becker. Ils reviennent de stage en Italie, à San Vincenzo, où leur objectif était de réaliser un travail terminal en vue de préparer aussi bien les tests de sélection qui auront lieu le 24 mars et qualificatifs au championnat d'Europe junior, que les premières étapes de Coupe d'Europe pour les U23. À noter la présence de Charlotte Morel, membre du Pôle France à ce regroupement italien, afin de préparer également les échéances européennes et mondiales de sa catégorie. Cela nous permet de faire la transition avec le Pôle France, coaché par Pierre Ouzot, qui concocte à chacun de ses triathlètes un programme véritablement individualisé, puisque très souvent ils sont aux quatre coins de la planète. David Haus, déjà sélectionnable pour les JO, se prépare actuellement en Nouvelle-Zélande. Sa saison officielle débutera fin mars par une étape de la Coupe du Monde à Mooloolaba en Australie. Suivra une manche des championnats du monde à Sydney, toujours en Australie. Fred Belaubre, en quête d'une troisième participation consécutive aux Jeux Olympiques, a établi son camp de base au Kenya. Sa participation aux JO de Londres passera obligatoirement par un grand coup au championnat d'Europe d'Eilat en Israël le 21 avril prochain. Aurélien Raphaël, quant à lui, poursuit sa progression et espère être sélectionné pour participer à ces championnats d'Europe. Enfin, Damien de Robert, en duathlon, est actuellement en bonne forme. Il vient de réaliser dernièrement 30 minutes 10 aux 10 km. Il va commencer fin mars les Grands Prix préparatoires au championnat de France, les championnats du monde étant, eux, prévus le 3e week-end de septembre. Volleyball. La belle génération 96-97 du Pôle France de Boulouris, entraînée par Laurent Laval et Fabrice Vial, commence à faire parler d'elle. Pas moins de 7 joueuses ont été vues en équipe de France cadette depuis juillet 2011. Il s'agit de Léa Gasto, Amélie Lautric, Delphine Séban, Alexia Richard, Alizé Cambera-Béraud, Romane Ruiz et Margot Bouzinac. Des rencontres contre la Belgique sont bientôt au programme, avec une sélection qui sera donnée prochainement par la direction technique nationale. Pour finir la partie infos et résultats, voici des nouvelles de la première étape de Coupe du Monde de ski nautique qui s'est déroulée du 9 au 12 mars à Melbourne en Australie. La Mumba Master 2012 a eu lieu sous un soleil de feu avec un public venu en très grand nombre. Elle n'a pas dérogé à ses dévancières. Ce fut en effet une réussite totale en matière d'organisation et de spectacle. Côté ski et figure féminine, Iris Cambrai et Clémentine Lucine vont prendre respectivement les 2e et 3e places après des prestations de haute qualité. La victoire n'étant pas très loin pour nos 2 représentantes françaises. Chez les garçons, et toujours en figure, Alex Poteau a progressé chaque jour de la compétition pour finir au pied du podium 4e. Il a repris un peu plus tardivement le ski, ce qui lui a occasionné un petit manque de rythme. Il a toutefois démontré qu'il faudra encore compter sur lui cette saison. Merci à Marion Malaquin de nous avoir retranscrit toutes ces infos en provenance de Melbourne. Nos skieurs et skieuses du Pôle France vont maintenant rejoindre Mandurah, toujours en Australie, pour une nouvelle étape de la Coupe du Monde qui se déroulera les 17 et 18 mars prochains. J'en profite pour vous annoncer que la prochaine émission aura lieu le mardi 20 mars à 19h avec un invité spécial, le marin Jean-Pierre Dick, qui nous fera part de son vécu et des situations extrêmes qu'il rencontre à l'occasion des différentes compétitions auxquelles il participe. Il répondra en direct aux questions des entraîneurs. Cette soirée sera animée par Jean Sangès et Gérard Rougier. Soyez très nombreux à la suivre et place maintenant à nos invités de ce mercredi. Nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Bana en tant que président de l'ASDVTN et également directeur technique national de la Fédération française de handball. Alain Mouron, président du Cross Côte d'Azur et également trésorier de la Fédération française de handball. Et Gérard Rougier, directeur et responsable du site de Boulouris et également ancien DTN de la Fédération française de ski. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, première question, vous répondrez les uns après les autres. Je vais commencer par Philippe. Donc, à quelques mois des JO, retour il y a peu de temps avec tes collègues d'un voyage à Londres. Comment se présentent, d'après toi, les JO de Londres pour le sport français ?
Il se présente plutôt bien, il se présente avec l'idée de dépasser ce qui avait été fait dans une espèce de rêve de 40 médailles, et on a fait la 40e médaille au handball à Pékin. L'idée là, c'est de colorer un peu plus avec deux idées. La première, c'est colorer en or, tout simplement, insuffisamment de médailles d'or. Est-ce qu'il y a une différence entre être placé et gagner? Et l'idée de beaucoup de sports, c'est d'arriver à ça, augmenter notre quota de médailles d'or. C'est aussi l'idée d'augmenter la performance féminine. On va prendre l'exemple du handball, ça fait longtemps, même jamais qu'on a eu une médaille. C'est le moment de le faire, cette médaille féminine. C'est elle qui manque au sport français. Après, le Barnum olympique est parti, le HLM olympique va vivre, l'équipe est bientôt au J-100. On a visité l'auberge de jeunesse qui va nous accueillir pendant 4 semaines là-bas. L'équipe olympique est partie sur de bons auspices. On va avoir un porte-drapeau dans pas longtemps. On espère qu'il s'usera moins que ses prédécesseurs. Et tout ça va s'achever le 13 août. On espère avec une très grosse réussite parce que le sport français a beaucoup travaillé pendant l'Olympiade. Il a beaucoup gagné aussi. Gagner un championnat du monde, ce n'est pas toujours très bon dans des jeux. C'est pour ça qu'on est content d'avoir perdu le championnat d'Europe en handball. Tu nous as fait un scoop là alors. Non, un scoop sur le porte-drapeau. Le porte-drapeau, c'est donc le hand qui porte. Non, ce ne sera pas le hand. On fait tout pour que ce ne soit pas le hand. On a déjà donné avec Jackson Richardson, on sait quel poids ça représente. Et si Tony Parker ou Laura Flessin veut y aller, on les soutiendra et on les portera le drapeau avec eux s'il faut. Ok, merci Philippe. Alors, par rapport au sport algérien, est-ce que tu as de grandes espérances? Qu'est-ce que je vais te dire? D'abord, petit A, il faut savoir que la Côte d'Azur est un microcosme mondial en termes de natation, puisqu'on a la chance d'avoir une dizaine de nageurs qui vont être sélectionnés au jeu. Enfin, j'espère, puisque c'est les championnats de France du week-end prochain qui vont déterminer les sélections en jeu. Mais bon, on peut parler quand même des stars, Yannick Agnial, Camille Musa, Clément Lefebvre et consorts, qui nous l'espérons, vont ramener des médailles. Outre ces nageurs, on a quand même dans la maison, entre guillemets, 3 handballeuses qui vont se qualifier, n'est-ce pas, monsieur Détienne? Tout à fait. Qui vont se qualifier, qui, nous l'espérons encore une fois, ramèneront les médailles adéquates. La médaille adéquate, parce qu'en handball, vous savez qu'il n'y en a qu'une seule. Derrière, on s'enorgueillit d'avoir des haltérophiles, des lutteurs et d'autres techniques qui sont en train de se qualifier, en particulier les judokas. Alors bon, c'est un peu plus compliqué puisque vous savez qu'il y a une espèce de ranking qui vous donne droit à la sélection olympique. Donc pour l'instant, on a Loïc Pietri et Sofiane Milos qui sont en bagarre pour essayer de se qualifier au jeu. C'est très compliqué au judo. Vous savez que les judokas français sont parmi les meilleurs du monde et que globalement, à partir du moment où un judoka représente la France dans sa catégorie, il a toutes les chances d'arriver il a souvent toutes les chances d'arriver au bout. Derrière, je pense donc que ça fait globalement entre les Jeux Olympiques et les Paralympiques, on est sur 23 sélectionnés azuréens, ce qui représente quand même une très forte délégation. Voilà. Si je vous parle de PACA en global, bon, vous imaginez bien qu'en rajoutant Camille Lacour, Ménard, etc., on est parmi comment dire, dans la région PACA, on représente quasiment l'élite mondiale au niveau natation. Voilà. Très bien, merci Alain. Gérard, par rapport au niveau du site de Boulouris, on travaille sur des plus jeunes. Donc, qu'est-ce que tu essaies de mettre en place depuis plusieurs années afin que ces plus jeunes puissent aller vers le plus haut niveau? Ce qu'on essaie de mettre en place pour nous, on n'ira pas au jeu, effectivement. Je pense qu'on a un peu une population jeune, mais justement, on essaie de construire avec cet établissement et ce site en partenariat avec les fédérations tout le processus de filière, du parcours de l'excellence sportive, qui est comme ça que ça s'appelle aujourd'hui, et de faire le meilleur travail aujourd'hui pour préparer les athlètes déjà dans l'esprit, mais aussi dans l'action et dans l'acte, d'affronter les événements les uns après les autres, et puis d'affronter un jour un grand événement comme les Jeux Olympiques, en sachant que le parcours, il commence peut-être chez nous, il a déjà commencé dans les clubs, puis il continue chez nous, et après on alimente l'INSEP, ou on alimente d'autres CREPS, les fédérations, et puis on fait le travail, bien évidemment, sous contrôle et commandé par la politique sportive qui est mise en place par la fédération et les DTN en place dans les fédérations. On ne se substitue pas à leur position, on est là pour les accompagner et pour être facilitateur de cette performance et non pas pour la créer à leur place. Voilà. Merci Gérard. Donc là, on va parler un peu plus de handball. Donc Philippe, en tant que DTN du hand, ta discipline est en passe de se qualifier
avec les 2 collectifs. C'est fait pour les garçons et il y a une échéance capitale qui va arriver dans quelques semaines pour les filles. Si ces 2 collectifs se qualifient, quels seront leurs objectifs? Moi, je ne suis pas très combativiste, c'est-à-dire l'équipe de France masculine sera pour la 6e fois, je crois, au jeu. Les filles vont être à leur 4e participation consécutive. On ne va pas au jeu pour faire autre chose que gagner des médailles. Et depuis cette espèce de culture de l'excellence qui nous habite tous depuis le début des années 2000, l'idée c'est d'y aller plutôt pour les médailles d'or. Donc on est enragé de cette idée-là. C'est la seule chose que l'handball français n'a pas fait, gagner 2 médailles, dont une fille aux Jeux Olympiques. C'est la seule chose qu'on n'a pas vraiment fait. Et c'est vraiment quelque chose qui nous manque beaucoup. C'est un vrai rêve de partir des Jeux en disant ce serait une forme de consécration pour ce sport, d'avoir atteint une espèce de graal ultime, d'être au-dessus de l'univers, parce qu'il y a une universalité forte des Jeux. Et ça serait absolument fantastique. Ça va se faire dans un contexte de sport collectif assez curieux. C'est pour la première fois, on retrouvera 5 équipes de sport co au jeu, vraisemblablement. Les garçons, les filles du basket, les garçons, les filles du hand, les filles du foot. Il va y avoir là une espèce de retour en force du sport co qu'on avait oublié depuis Sydney. On défilait main dans la main, basket et hand ensemble. Et on va faire le barbecue visiblement au 11e étage, basketteurs et handballeurs ensemble pendant 15 jours. C'est prévu avec Tony Parker. Donc le plus difficile est toujours de se maintenir à un très haut niveau de résultats. Donc cette continuité de performance, aussi bien chez les garçons que chez les filles, t'empêche-t-elle de dormir? Oui, parce que quand je dors, t'es mort. Dans le sport de haut niveau, c'est très simple. Hein, ça se résume à si on dormit une journée, 5 minutes. Hein, il y a juste les yeux qui sont fermés, pas, c'est fait massacrer. La performance, quelle que soit l'activité, je vais en parler aussi, c'est le détail, c'est la seconde, c'est la milliseconde, c'est le petit mètre, c'est la balle qui va sur le poteau dans la ligne gardien. Donc, il y a vraiment besoin d'être à 120%. Et cette année, beaucoup de sports éprouvent la difficulté de comment je vais passer de la place de 5e à 3e et comment je vais la passer de la place de 3e à 1er. Et il ne faut pas dormir pendant toute l'année pour faire ça. Parce que c'est vraiment une espèce de rêve, encore une fois, une rêve ultime où tu dois penser qu'à ça. Pendant les Jeux Olympiques, on s'est enfermé dans un HLM olympique avec 15 mecs, et on a pensé qu'à ça 24 heures sur 24. C'est pour ça qu'ils ont gagné, il n'y a pas d'autre secret. Question pour Alain. D'abord encore, on espère autant de succès chez les handballeurs et les handballeuses. Constate par contre le souci au trésorier? Absolument pas. Absolument pas. Je suis un trésorier, entre guillemets, qui a été entraîneur avant d'être trésorier. Il y a Philippe qui peut vous le dire, puisque on a entraîné dans la même période. Donc moi, je suis arrivé dans le monde des dirigeants par hasard. Et comme trésorier, encore plus par hasard. Donc c'est pas moi qui vais vous dire que le fait d'avoir des médailles et de donner éventuellement des primes me pose problème. Et on a toujours, dans notre fédération, c'est toujours, on a toujours consacré la plupart de notre disponibilité à faire que nos équipes puissent se préparer au mieux, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes. Et quand il faut mettre la main à la poche pour payer les primes, ça nous fait plaisir, et en particulier aux trésoriers. Donc je ne vous dirai jamais que je suis embêté par les primes. Bon, bien entendu, c'est des problèmes de choix à un moment donné, mais le choix c'est toujours fait, Philippe peut le confirmer, dans l'intérêt de la direction technique. Et c'est un choix de vie du handball français, quoi. Je vous prends un petit exemple, si vous le permettez. La Fédération française de handball aura cette année 460 000 licenciés, c'est-à-dire qu'elle est voisine de celle du basket. Basket, il y a 72 salariés, handball, il y en a 35. Ce qui veut dire que globalement, on a fait des choix. Ces choix-là, c'est les équipes. C'est des choix qui sont aussi des choix de vie pour les dirigeants. Hein. Philippe peut vous le dire, c'est des choix d'investissement lourd des dirigeants bénévoles. Et vous savez qu'au niveau des fédérations, la compétence est nécessaire. Donc, on a la chance, et moi je dis toujours, le handball c'est construit sur des hommes. Philippe, tu peux me le confirmer, c'est construit sur des grands DTN, des grands présidents et des dirigeants qui ont cette espèce de foi. Moi j'espère en faire partie. Voilà. Donc je ne suis pas du tout gêné par payer les primes. Je vous rappelle aussi que le handball est la seule discipline où les garçons et les filles sont
sont considérés au même niveau et au même niveau. Parité, oui. Merci Alain. Philippe, tu es très soucieux avec l'ensemble de la direction technique nationale du renouvellement de la filière. Quels sont les objectifs donnés à ces sélections nationales de jeunes? L'objectif est plus large que ça. C'est surtout renouveler pour nous les équipes de France A, être passé des bronzés aux costauds, aux barjots, aux experts, je ne sais plus qui. Soupçonne le fait qu'on s'est reproduit quelque part. C'est la même chose en filles. C'est la deuxième génération qui arrive à maturité. Et ça suppose un parcours d'excellence sportive appuyé sur tout un réseau. On apprend qu'ici au Krebs, tout simplement, il y a là quelques éléments qui cohabitent avec les sélections nationales, qui sont en même temps dans le sport professionnel. On accueille ici le centre de formation de Saint-Raphaël, c'est pas rien. Donc, qu'est-ce qu'on va amener de plus dans l'Olympiade pour aller à Rio? Ça, c'est important. On va amener un accompagnement individualisé de l'athlète. On a des grosses usines, le pôle espoir, centre de formation, bien accompagnés par des Krebs, des Bahuts, etc., des ligues. Aujourd'hui, on se rend compte que notre super élite jeune, entre 15 et 20 ans, nécessite un accompagnement supplémentaire individualisé. Et là, on compte d'ailleurs beaucoup sur le réseau de l'UNICEF, des Krebs, pour appuyer autour de ça des services médicaux, des expériences transversales, de la formation à distance. Mieux accompagner un gamin de 15-20 ans, c'est la certitude d'avoir plus de Karabatic qui avait 16 de moyenne au bac et qui était en même temps champion de très haut niveau. C'est un petit peu l'idée qu'on a pour continuer à rêver après Rio. Voilà un petit peu ce qu'on va rajouter en plus d'une filière qui est déjà très très lourde, mais qui pour nous nécessite encore de progrès. Il faut toujours changer quelque chose, là encore une fois, sinon demain. Très bien, tu as fait le lien avec la prochaine question. Donc, le site de Bonolis abrite en effet le centre de formation de Saint-Raphaël de handball. Il y a un partenariat qui a été réalisé entre Gérard et Jean-François Krakowski, entre le club, la structure aussi professionnelle et le Krebs. Quel regard portes-tu sur les résultats de l'équipe professionnelle et la structuration du club barois? Un regard d'abord affectueux, très franchement. Quand on est venu ensemble avec Alain il y a 10 ans ici, on était avec Christian, la reconversion de Christian Gauvin, tout le monde m'a regardé en disant qu'est-ce que ce truc, à quoi vous jouez, ce type-là, il sort de l'équipe de France, et vous allez de son coup reconvertir, et personne ne croyait. Et 10 ans après, de voir que ces joueurs sont installés en Europe au bord de la Champions League, c'est une forme de fierté personnelle d'avoir accompagné nos athlètes vers l'excellence. Après, pour avoir accompagné ce club pendant des années, Alain est encore mieux placé que moi, c'est un vrai rêve, vraiment, de constater qu'on va parler d'autre chose que le championnat de Montpellier pendant un petit moment, ça va faire du bien. Et honneur à Gérard et au Krebs d'y avoir trouvé une convention avec ce club, parce qu'aujourd'hui, accueillir un centre de formation à l'intérieur des murs d'une structure de concentration, ça a du sens. Aujourd'hui, les centres de formation, ils sont dans le PES du handball. Le sport pro, il est avec le public. Ça, c'est quelque chose d'important. Et comme ici, l'athlète est au centre du projet, on y trouve des choses qui sont vraiment intéressantes pour le futur. Après, il y a un rêve à terme, c'est une discussion entre tous les acteurs. Historiquement, on entraînait le Nice il y a 15 ans. Est-ce qu'il faudra qu'on emménage toutes les structures vers le pôle pour en faire un vrai pôle d'excellence? Peut-être une question qu'on peut se poser dans la prochaine Olympiade avec les élus de la Ligue, parce que ça a du sens. Clairement, ça a du sens. Gérard, moi déjà, je remercie le petit clin d'œil, mais je pensais que c'était, sans clin d'œil, c'est une obligation quand on est dans un Krebs. On a à portée de soi, alors sauf à ce qu'on reste les yeux fermés, mais le sport de haut niveau, soit à travers un club pro, mais aussi le tissu local avec le cross sur place ici, pas très loin, les ligues qui sont autour de nous et qui utilisent les Krebs, qui sont des centres de ressources. Ça aurait été une erreur de ne pas avoir les yeux ouverts, de les accompagner, je reviens sur le terme tout à l'heure, de les accompagner dans leur réussite, parce que s'il y a bien une des missions principales au-delà de missions qui sont accompagner le niveau et la formation, je veux dire, c'est vraiment d'accompagner le sport en général et les acteurs du sport à pratiquer leur sport et leur discipline. Donc ça coulait de sens. Et après, sur l'aspect professionnel, puisque je rebondis sur ce que disait Alain tout à l'heure sur l'introduction du milieu professionnel dans le sport, je pense qu'aujourd'hui, les acteurs professionnels et le privé, le privé, là je peux parler pas du professionnel, le privé et les entreprises, elles ont besoin aujourd'hui du sport comme moteur et il ne faut pas les voir comme des ordres qui viennent à côté du service public. Justement, s'il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils viennent à côté du service public dans une notion de partenaire. On sait tous qu'on a besoin d'argent, ça serait une bêtise de ne pas le dire, et que donc le sport développe une image et de pouvoir
convaincre ces gens-là que nous, on est des experts qui pouvons, sur notre terrain, le sport, amener ce qu'il faut à eux, le monde de l'entreprise, à travers nos joueurs ou nos athlètes, tout dépend si on fait un sport pro ou un sport simple, ben, c'est très bien. Et je crois qu'on est souvent entendu quand on leur tient ce discours très simple de notre propre compétence, qu'on ne veut pas leur tenir le leur, qu'on tient le nôtre. Et donc, ils viennent à nos côtés et on en a besoin, donc il faut le faire et le faire dans une vraie notion de partenariat. Chacun a sa place et chacun apportant sa pierre à l'édifice. Et là, on construit des grandes choses. On est à plusieurs et on sait très bien qu'on va beaucoup plus loin quand on est à plusieurs que quand on est tout seul. Donc voilà, c'est une bonne chose. Et toi, Alain, en tant qu'ancien président, et puis par rapport au sport varois et au handball varois, J'ai du mal à parler de handball varois. Les Alpes-Maritimes. Non, pas du tout. D'abord, je ne suis pas des Alpes-Maritimes. J'ai été targué de Varois par les élus des Alpes-Maritimes quand j'ai pris la présidence de la Ligue parce que je ne comprenais pas la dichotomie qui existait entre le Var et les Alpes-Maritimes. La Côte d'Azur est bizarrement faite, c'est qu'en fait, on a deux très grandes villes et qu'au milieu, il y a une espèce d'amas de villes qui partent de Cannes pour aller jusqu'au Luc Draguignan et qui font le centre. Donc en fait, la Côte d'Azur, c'est pas deux départements, c'est trois districts entre guillemets, et c'est dans ce sens-là qu'il faut se développer. De toute façon, c'est clair. La Ligue en ce moment est en train de travailler dessus sur le projet territorial que la Fédé est en train de mettre en place. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire moi sur ce qu'a dit Philippe? C'est vrai que la notion de continuité pour l'espoir, centre de formation, club de haut niveau, se justifie. Elle commence à se mettre en place d'ailleurs sur l'aspect toulonnais de l'affaire, puisque du côté toulonnais, il y a le pôle espoir qui est à hier, le centre de formation à Toulon, et le club de haut niveau à Toulon. Sur les garçons, ça a toujours été un peu plus difficile, parce que je veux dire, moi j'ai été président de la Ligue pendant un certain temps et que à cette époque-là, malheureusement, les directeurs de Krebs n'ont pas entendu mon discours. Il n'y avait pas de disponibilité. Non, j'y tiens. Il n'y a pas de disponibilité de créneau horaire de salle, et c'est pour ça qu'à la recréation du pôle masculin, le pôle s'est retrouvé à Luz parce qu'on a trouvé qu'il n'y a pas eu et que le Krebs n'était pas disponible à ce moment-là. Les choses ont changé, depuis. Je te rappelle qu'on me demande un troisième COSEC depuis je ne sais pas combien de temps, aussi peut-être. Les choses ont changé depuis, et bon, il y a quand même des pas qui ont été faits, puisque globalement, les troisièmes années de Paul, et ça s'est passé déjà à mon époque, et je faisais ça sans le dire à Philippe, hein, parce que mon collègue avait voulu être plus légaliste que moi, mais moi, les troisièmes années de Paul, ils allaient directement s'entraîner avec le club. Donc le problème, si tu veux, on avait déjà préfiguré les aspects centre de formation en disant, bon, les meilleurs d'entre eux, à un moment donné, ils n'ont plus rien à faire dans les structures de Pôle Espoir. Il fallait qu'ils aillent s'entraîner avec leur club de haut niveau. Et comme la plupart d'entre eux étaient plus ou moins dirigés sur Saint-Raphaël, l'affaire s'est réglée au fur et à mesure des choses. J'en reviens moi tout à l'heure à ce qu'a dit Philippe sur la venue de Christian. Le club de Saint-Raphaël, moi je l'ai vu, j'ai vécu avec lui, puisque Jean-François et moi on est des amis de très longue date, avec des collègues à lui qui sont maintenant sur le club, hein, qui gèrent le club. Très longtemps, a eu énormément de problèmes à exister alors qu'il avait les moyens, parce que globalement les gens venaient prendre leur retraite ici. L'arrivée de Christian a changé complètement, a changé un peu la donne, et maintenant on est assis sur quelque chose qui est du haut niveau. Christian a mis premièrement de la rigueur, et derrière, il s'en est suivi toute une série de décisions municipales, de clubs, etc., qui ont fait que les conditions du haut niveau ont pu être réunies à un moment donné pour faire que ce club est en train, peut-être qu'à terme, ce club va pouvoir jouer à la Champions League. Donc vous imaginez ce qu'a fait Christian en 5 ans, c'est énorme. Moi je suis fier à un moment donné d'avoir joué cette carte-là. Bien entendu avec le club, hein, je veux dire, bon, on a joué Philippe et moi avec le club en disant, bon, Christian c'est quelqu'un qui a de l'expérience de haut niveau, il avait peu d'expérience d'entraînement, mais en fait sa connaissance du haut niveau a pu faire que, en tous les cas au niveau de la mise en place des choses dans le club, a
pu faire que ce club-là qui naviguait entre la première et la deuxième division française ait pu maintenant se maintenir et jouer les premières. Merci. Dernière question, Philippe. Donc, depuis entre juin 2011 et août 2012, donc, il y a un grand nombre de stages au niveau de la fédération qui sont venus, qui vont venir. Est-ce qu'il y a des perspectives d'avenir possibles entre Bourg-Brice et la fédération? Clairement, on va en parler avec Gérard. Je vais vous rappeler une date quand Gérard est descendu directeur de Crêpes ici. Il m'a appelé un jour, il m'a dit viens voir, je suis en train de me faire ma maçonnerie, donc je suis descendu voir la main. Et il m'a montré le bâtiment arrière en me disant voilà, on a reconstruit le machin, et je n'ai pas reconnu Crêpes, c'est-à-dire les derniers étages des bâtiments d'accueil d'équipes olympiques sont aujourd'hui confinés pour les équipes. On a reconstruit les installations autour de l'athlète. Donc, sur le moment, je crois que je boire un coup avec un copain et je suis tombé sur un truc qui aujourd'hui était tourné vers l'Olympique, tourné vers la perf, avec les athlètes au sein du projet. Donc, c'était une très grosse surprise pour moi, ce qui fait qu'on a progressivement réinstallé, les gens ont pris leurs habitudes ici, parce qu'il y a une féminine qui s'y trouve très bien. C'est vrai que là, on est au bord de la convention, du travail, les équipes seniors viennent dans les Crêpes, c'est pas rien, une équipe senior olympique qui vient se balader dans les Crêpes avec toute sa filière derrière, c'est pas anodin, c'est aussi ça bien et que tout se passe bien, qu'elles ont tous les besoins sur place. Donc c'est vrai que là, on va travailler certainement une convention pour aller plus loin, parce que, sans dire les choses, mais tout à l'heure on a discuté avec les ministères, il y a des tas d'idées qui circulent, que notamment ce Crêpes c'est devenu un Crêpes au niveau. Il faut appeler les choses par nom. Vous savez, je peux le dire plus facilement que Gérard ou d'autres, mais il y a quand même 2-3 structures en France, on va citer Talence, on va citer quelques autres qui sont vraiment caricaturées, connotées au niveau, construites autour de la perf, et ça a un énorme sens. Le boulot a réussi à faire ça, c'est pas rien. Alors, par rapport au film, En plus, tu as vu maintenant, on fait la télé. Donc, oui, donc la télé contre André Audrey, c'est ça. je suis attaqué par le garçon. Pas mal. donc, par rapport au fils senior, ça va être une première, donc on va tout faire naturellement pour relever. Vous avez une grande voix, il va vous faire chier. Non, j'ai confiance. J'ai confiance. J'ai confiance, c'est pas une première. Non, on a fait un euro, champion d'Europe à Saint-Raph en 2000. Je crois que c'est 2000. Ah, depuis Je vous dis qu'il a refait les murs. Voilà la peinture. Je vais passer la parole à Gérard. Non, juste pour ajouter un point, c'est vrai qu'être dans un établissement comme le nôtre, c'est beaucoup de travail. Effectivement, ça passe de la maçonnerie, bon, sachant que c'est pas toujours moi qui ai pris les trucs, mais c'est en tout cas, c'est les gens du CRES, parce que ça c'est important, hein, dans le sport de haut niveau, on connaît ça, manager les équipes et les engager sur un projet, parce que ce projet il avait aussi un sens, parce qu'il motivait l'équipe locale. On parlait tout à l'heure des cadres d'État, des fonctionnaires, et en plus dans les CRES, il y a cette spécificité entre des cadres ministère jeunesse et sport et puis des cadres de l'EDUC qui sont là où dans l'EDUC ils n'ont pas toujours la culture sport, et là les dynamiser et les driver sur un projet sportif, notamment au travers d'accueil d'équipe de France qui en plus s'inscrivent réellement dans le sens de cet établissement, hein. Dans l'histoire, c'est quelque chose de motivant pour tout le monde, donc ça permet aux gens aussi. Le matin, on dit souvent, hein, on vit dans les fédés que quand on se lève le matin, et des fois très tôt, on sait pourquoi on se lève. Et ce n'est pas toujours le cas. Et là, on a vraiment de l'efficacité. Et après, pour revenir sur le réseau des établissements entrés dans le haut niveau, certes, il y a ouvert les portes en Talence. On pourrait aussi citer un petit endroit avec qui j'ai travaillé sur Pont-Romeu, où effectivement, aujourd'hui, dans le sport de haut niveau, on sait que pour performer, il faut associer plusieurs choses, avec plusieurs spécificités. Alors, je ne parle pas de la spécificité sportive, mais plusieurs spécificités d'entraînement, l'altitude, le bord de mer, la soliothérapie, comme j'ai appelé ici, ce qui veut dire à un moment donné prendre du soleil quand il faut, parce que ça remet un peu de motivation dans les équipes, la mer avec ça, donc je pense que c'est des choses qui sont importantes et qui font partie effectivement, comme tu le dis, des réflexions. En tout cas, ça fait partie des miennes quand on a repositionné cet établissement. Puis après, comme tu disais, en rigolant, mettre des coups de peinture et des trucs pour mettre à niveau. Mais ce qui est important, parce qu'on ne dit pas assez de mettre à niveau un établissement pour qu'il puisse accueillir le public qu'on souhaite accueillir. Aujourd'hui, moi, je le dis très clairement, quand je suis arrivé dans cet établissement il y a 6 ans, on ne pouvait pas accueillir des équipes nationales dans l'état où il était. Donc voilà, ce travail a été fait.
Et maintenant, nos portes sont ouvertes. Alain a soit d'épaule, soit entendu le message. Surtout, moi je tiens vraiment à passer le message, surtout c'est la notion partenariale aussi avec les fédérations, de dire quand on construit un projet, on construit ensemble. C'est pas aux crêpes de décider ce qu'on doit faire, et ni aux fédés de décider ce qui se passe dans les crêpes, c'est ensemble, on regarde comment on peut mettre les choses en place pour que ça fonctionne. Petit message. À caractère personnel. Voilà. Cette émission se termine. Merci à vous dans votre